Bonjour, soyez les bienvenus sur Omerta pour cette émission spéciale consacrée au documentaire Gilets jaunes, colère noire. Alors avant d'en discuter amplement avec mes invités, je vous propose un avant-goût, une bande-annonce de ce documentaire, donc Gilets jaunes, colère noire, qui est d'ores et déjà disponible sur l'application Omerta. C'est là où on se dit, vraiment c'est du racket. Et ouais, et après quand on voit son homme avec les mains sur l'œil, le sang qui coule de partout, bah, c'est la panique en fait. On a déjà interviewé pas mal de gilets jaunes qui mettent en cause la gestion du maintien de l'ordre de Didier Lallement lorsqu'il était préfet de police et donc du coup répondre à tout ça. Oui, bon, sa position elle est connue. Écoutez, très bien, je lui en parle et je vous dirai s'il accepte ou pas. Et moi je suis française, alors à pire certainement, mais je m'occupe déjà de mon pays. Liberté, égalité, fraternité. Bah non. La liberté, on en a de moins en moins. L'égalité, je sais pas où elle est. Et la fraternité, on l'a retrouvée pendant le mouvement des Gilets jaunes. J'espère qu'elle reviendra. Le 17 novembre 2018, ils étaient des milliers à être sortis dans les rues pour exprimer un ras-le-bol général. Qu'en est-il 5 ans après? Que sont devenus les Gilets jaunes? On en parle avec nos 4 invités qui ne sont pas n'importe qui puisqu'ils ont participé au documentaire Gilets jaunes, colère noire. Avec nous donc Maxime Nicole, figure médiatique du mouvement. Merci d'être là. L'avocat David Libeskind, Jacques Millot et Coco de Valenciennes, qu'on appelle aussi la maman des Gilets jaunes. C'est ça. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Alors d'abord, le mouvement des Gilets jaunes fête donc son 5e anniversaire. Qu'est-ce que vous ressentez 5 ans après? Alors est-ce qu'on peut parler de satisfaction ou d'amertume? Maxime? Je ne parlerai pas d'amertume parce que je pense qu'on a tous été mobilisés pour des intérêts collectifs et qu'on a tous fait ça en notre âme et conscience. Donc c'est pas de l'amertume, c'est plus une tristesse dans le constat qui est le suivant. Tout s'est empiré. La seule chose positive qu'on peut tirer de ce mouvement, c'est que, enfin c'est mon avis personnel, c'est que les gens qui y ont participé ont permis de comprendre ce qui se passait vraiment. De comprendre qui étaient les véritables responsables de la misère qu'on peut voir, subir ou vivre tous les jours. Et il n'y a pas d'amertume à comment dirais-je, à lutter pour des principes et des valeurs qui sont des choses qui nous animent tous les jours. Les personnes qui sont ici, je les connais tous, sauf toi, on s'est croisés une fois, je crois. Mais David, on se connaît, Jacques, on se connaît. On se connaît parce qu'on est militant, parce qu'on a milité, parce qu'on a été sous les gaz, sous les coups de matraque, sous cette répression d'État. Et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que si c'était à refaire, on le referait. Jacques, ça a servi à une prise de conscience collective, ce mouvement? Alors, il y a eu une prise de conscience collective, il y a eu une fraternité retrouvée qu'on avait perdue. Et ça, c'est le côté positif que je retiendrai de ce mouvement, parce que comme l'a dit Maxime, ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, de tous horizons, et de toute la France aussi. Mais moi, je garderai quand même une amertume quelque part, parce que quand on commence un combat, il faut savoir le finir et obtenir des choses. Et malheureusement, comme l'a souligné Maxime, c'est 10 fois pire aujourd'hui, et on n'a rien obtenu, si ce n'est une prime de 1 000 €, et encore, c'est au bon vouloir des PDG. Voilà, c'est tout ce qu'on a obtenu. Mais après, côté humain, franchement, on a énormément gagné. Coco, satisfaction ou amertume? Un mélange des deux. D'abord, moi je vais reprendre le mot. C'est pas un anniversaire. On ne peut pas appeler ça un anniversaire. Le mot me dérange en soi, parce que un anniversaire, c'est joyeux, c'est festif. On a eu trop de blessés, on a eu trop de gens éborgnés. On a eu trop de gens psychologiquement qui ont été détruits. Donc je ne parlerai pas d'anniversaire. 5 ans, oui. Mais 5 ans pour prouver. Pour moi, on est toujours là. Même si là, j'entends quelquefois l'imparfait. Cette colère, ce peuple est toujours là. On est en soum-soum pour l'instant. Je sais que ça peut paraître
je suis peut-être pas toujours d'accord avec vous, mais moi je sais qu'on est toujours là. Alors, il y a des gens, ils vont mettre du temps, mais à un moment, les gens repartiront dans la rue. Alors, peut-être pas sous la forme des Gilets jaunes, peut-être pas comme ça, mais il y aura un autre mouvement qui va se mettre en marche, j'en suis certaine. Je ne sais pas quand, parce que je ne peux pas le deviner, mais j'en suis certaine. On peut pas continuer. On est déjà sorti pour moins que maintenant, et on ne peut pas continuer. Moi, j'ai des petits-enfants et des enfants. Moi, j'ai peur de leur avenir si je ne fais plus rien maintenant. Il est hors de question, tout comme moi, que j'arrête quoi que ce soit. Oui, il y a un petit peu d'amertume, parce que je pense que toutes ces personnes, tous les Gilets jaunes qui sont sortis pensaient faire la révolution. Il faut dire ce qui est. C'était une réalité. Ensuite, une révolution ne se fait pas comme ça en 3-4 mois. En tout cas, c'est compliqué. Bon, effectivement, il y a une amertume parce qu'il y a eu des milliers de blessés, il y a eu des personnes éborgnées, il y a des gens qui ont divorcé, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, il y a des gens qui ont vu leur vie changer radicalement négatif. Mais après, ce qu'il faut se retenir, c'est aussi les idées. Je veux dire, le mouvement des Gilets jaunes a insufflé une idée qui est très très importante, c'est celle de la démocratie directe. Et d'ailleurs, lors de l'élection présidentielle qui a suivi en 2022, il y avait les 2 tiers des candidats avaient repris en fait cette revendication, alors effectivement sous des formes différentes, du RIC, donc du référendum d'initiative citoyenne. Donc il y a aussi ce qu'il faut retenir, une idée c'est immatériel, ça va se poursuivre dans le temps, je pense, effectivement. Faut être patient, mais je pense que quand même, si on parle encore aujourd'hui, au bout de 5 ans du mouvement des Gilets jaunes, c'est parce que ça a été un mouvement historique. Et donc je pense qu'à l'avenir, en fin de compte, les politiques peut-être, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont reprendre cette idée de participation beaucoup plus directe de la part du peuple aux décisions politiques du pays. Voilà. Il faut être patient, c'est une question de temps. Alors Maxime, au départ, ce qu'on dit du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas les médias en général, c'est que vous protestez contre la vie, enfin contre le coût du prix des carburants et la taxe carbone. Sauf que ça, en fait, c'est un détail parmi tant d'autres. Ce qui a fait en sorte que les gens sortent dehors, c'est un ras-le-bol général. Alors effectivement, les médias dits mainstream... Mais c'est aussi ce qui ressort de la pétition de Priscilla Ludowski. Oui, bien sûr. Priscilla avait fait une pétition début 2018 qui concernait le prix des carburants. Et Éric Drouet a lancé cette date du 17 novembre. J'ai son prénom qui m'échappe, celui grâce, pardon, on a mis ce gilet jaune, qui s'appelle Monsieur Coutard, et son prénom c'est Cyril, je crois. Je suis pas sûr. C'est Monsieur Coutard en tout cas, qui avait fait une vidéo dans sa petite camionnette de chantier en disant qu'il fallait qu'on ait un signe de ralliement et qui avait sorti un gilet jaune. Tout ça, en fait, quand j'écoute tout le monde là, je me dis, on a quand même, effectivement, on en parle 5 ans plus tard, et tu disais qu'il fallait être patient, mais j'ai pas l'impression que la patience, elle est de mise, dans le sens où je vois pas comment on peut étouffer une colère légitime. Il n'y a rien qui s'est arrangé. Tu parlais d'amertume. Elle a été étouffée, en tout cas. Elle a été étouffée dans sa manifestation visible. C'est-à-dire que les États du monde entier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que les Gilets jaunes en France, il y avait 47 pays du monde qui voyaient ces populations descendre dans les rues pour des revendications qui étaient quasiment équivalentes. C'est-à-dire on parlait de pouvoir d'achat, mais ça s'est très vite transformé, donc là on parlait par exemple de la taxe des carburants, ça s'est très vite transformé en un problème en une prise de conscience et une prise en considération des statuts de nos démocraties. Les failles de nos démocraties, en particulier chez nous, notre constitution qui donne tout pouvoir aux politiques. Et quand ça a commencé, et ça a pris très très vite, j'ai fait une conférence avec Étienne Chouard en décembre 2018, donc juste après le début des Gilets jaunes, où on a parlé du RIC, du référendum d'initiative citoyenne dont tu parlais tout à l'heure, en toute matière, donc constitutif, abrogatoire, révocatoire, législatif. Ça a permis à toutes les personnes qui se sont liées de toutes les régions, de tous les secteurs socio-professionnels, de toutes les religions, de toutes les origines, de parler de pourquoi en fait on en est là aujourd'hui. Donc les gens sont descendus dans la rue, pas pour le prix d'un carburant, pour un ras-le-bol général. Évidemment, les médias mainstream, il leur faut placer quelque chose dans une case. Donc ils ont pris à l'époque
le prétexte du prix des carburants, comme ils ont pris pour les émeutes le prétexte de la violence des banlieues, comme ils ont pris le prétexte de la réforme des retraites pour les gens. Mais quand vous regardez vraiment ce qui se passe, à tous les gens qui regarderont cette émission, si un jour vous avez l'opportunité d'éteindre votre télé et d'aller parler aux gens et d'aller avec eux, parler de vos colères et de leur colère et de comprendre et de réussir à comprendre pourquoi vous allez tomber d'accord sur le principe fondamental de dire stop à tout ça, ben vous comprendrez qu'en fait, ce n'est pas un prix de carburant mis de côté qui est le problème. Oui, il y avait 42 revendications qui sont ressorties des discussions avec les Gilets jaunes. Mais 42 revendications, sérieusement, c'est beaucoup. Parce que... Est-ce que quelque part, vous arrivez, vous manifestez, vous dites on ne veut plus ça, on ne veut plus ci, on veut... 42, et encore, c'est les principales. Mais elles sont venues en mars 2019, très tardivement, les 42 revendications. Elles sont venues tardivement et elles sont venues parce que l'exécutif a demandé à ce que des revendications soient remontées. Dans quel but? Pas dans le but de les écouter, dans le but justement de faire en sorte que les gens qui regardaient ce mouvement le regardent en disant c'est impossible, il y a trop de choses. Et quand vous regardez la plupart des revendications, c'est des revendications qui parlent de conséquences systémiques et non pas des causes. Les revendications de base qui touchent aux causes des problèmes systémiques, qu'est-ce que c'est? C'est la fin des privilèges d'État, la mise en place d'une démocratie directe et la possibilité pour un citoyen engagé dans son pays politiquement, sans parler de parti politique, hein, là je parle complètement de façon impartisane, mais de se réintégrer dans le processus de décision de ce qui va déterminer sa vie. C'est trop utopique ça. Alors c'est trop utopique, oui et non. Non, parce qu'il y a des pays comme la Suisse par exemple qui mettent en pratique alors, ça s'en rapproche un peu d'une démocratie directe, c'est pas parfait non plus en Suisse, mais le citoyen est engagé dans le processus de réflexion de son pays. Les référendums déterminent l'action des cantons et du gouvernement en Suisse, ce qui n'est pas le cas en France par exemple. Nos deux référendums, qui sont le référendum d'initiative partagée, à l'initiative des parlementaires, et le référendum présidentiel, sont des référendums qui sont... qu'on utilise très rarement d'ailleurs. Qui sont déjà très rarement utilisés, mais qui sont consultatifs. C'est-à-dire que ça ne détermine pas l'action du gouvernement. C'est un problème, puisque quand on se dit être dans une démocratie, quand vous avez toute une caste politique qui vous dit que vous êtes dans une démocratie, vous en tant que citoyen, et vous avez le pouvoir de décision, mais la seule voix que vous avez à votre portée pour décider quelque chose, collectivement, elle est inutile de fait, puisqu'elle est que consultative. Ça, c'est un des problèmes. Et l'autre problème et qu'on était tous d'accord, et qu'on est tous d'accord, je pense, pour dire que c'est un problème, c'est l'article 27 de notre Constitution qui dit que tout mandat impératif est nul. Je l'ai dit à chaque fois que j'ai pu le dire sur un plateau de télévision, et on en a tous discuté autour d'un verre, en manifestation, sous les gaz lacrymogènes. Le seul contrat de travail français qui n'a aucune obligation, c'est le contrat politique. Comment voulez-vous considérer votre pays comme un pays démocratique quand un président, qui n'a même pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale pour son deuxième mandat, est obligé, on est au 14e 49-3. Le gouvernement est en train de nous mener dans un effondrement sociétal, dans un effondrement économique, dans un effondrement de liens sociaux, mais aussi presque dans une guerre, là, dont on est tous d'accord pour dire qu'il faut que tout ça s'arrête. On l'a évoqué dans le documentaire, Maxime, mais c'est impossible à mettre en œuvre. David, sérieusement... Non, justement, avec les nouvelles technologies, avec les réseaux, l'Internet, il est possible en fait que les gens en fait puissent être consultés. Bien sûr. C'est très pratique et c'est une solution qui est complètement réaliste puisqu'elle est en vigueur dans beaucoup de pays, pas seulement dans les systèmes fédéraux comme la Suisse ou dans certains États des États-Unis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, le référendum d'initiative citoyenne sous différentes formes existe même en Europe, je crois en Tchécoslovaquie. Donc, ça ne permettrait pas de ralentir la vie politique ? Non, pas du tout. En fin de compte, ça permettrait aux gens en fait, de reprendre le pouvoir politique. Parce que là, en fin de compte, on est dans un même pas. Alors, on peut dire soit une démocratie représentative ou soit un régime représentatif, à considérer qu'on est en démocratie. Mais en tout cas, en fait, on est représenté par des gens qui, d'élection en élection, les gens s'abstiennent. Donc, à partir de là, il faut trouver une solution. Le régime représentatif n'est plus une solution. D'ailleurs, si, comme l'a dit Maxime, la révolte, en fait... a émergé dans, je crois, 42 pays ou une trentaine, 47. Dans 47 pays, c'est bien que c'est un problème global qui concerne en fin de compte la classe politique, que ce soit en France ou dans d'autres pays. On ne veut plus du régime représentatif. Coco, il n'a pas le pouvoir, le peuple, quand il va
pour voter son président, ses sénateurs, ses députés? Pas du tout. Pas du tout. Et même si, en supposant qu'on avait le pouvoir, à aucun moment, une fois que ces gens sont élus, vous représentent. C'est ça le Article 27 problème. de la Constitution. Tout mandat impératif est nul. Voilà. Mais Et c'est aucune bon. obligation. Mais alors, Maxime, je sais que vous insistiez avec, Non, mais il a Mais raison. alors, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons, on a un député qui a fait des promesses, ou un président, un ministre, peu importe, qui a fait des promesses avant scrutin. Mhm. Il arrive, une fois élu, et clairement, il ne met pas en œuvre ce qu'il a promis. Il est viré? Alors, ce qui est assez marrant dans cette rhétorique d'imaginer que c'est impossible ou que ce serait très compliqué de faire participer, ou du moins de mettre en élément central le collectif dans la prise de décision d'un pays. Ce qui est assez drôle, c'est que quand il s'agit, par exemple, pour un gouvernement de mettre en place des choses qui auraient paru impossibles dans la tête de tout le monde, par exemple, arrêter la planète entière de fonctionner pour un virus. Fermer tout, les bateaux, les avions, les magasins, dire aux gens de s'auto-attester de sortir. Vous auriez dit ça il y a 4 ans aux gens, ils disaient mais c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Tout est possible. La différence entre ce qui est impossible et ce qui est possible, c'est la volonté de le faire. Et la manière dont on fait les choses. On a suffisamment d'intellectuels, on a suffisamment de personnes qui ont des idées dans un pays comme le nôtre pour dire, et pour mettre en place, il y a suffisamment de gens qui travaillent sur ce sujet-là. Tout ce qui est référendum, initiative citoyenne, contre-pouvoir d'institutions, contrôle des élus, tout ça, c'est des sujets qui ne sont pas sortis de 2018. Des gens travaillent là-dessus depuis des années, sur tout ce qui est comment on peut sortir d'un système représentatif qui n'arrive à rien d'autre que de se rapprocher d'un totalitarisme, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit, vous posiez la question tout à l'heure à mon ami, est-ce que on n'est pas vraiment, est-ce qu'on aurait le pouvoir, est-ce qu'on peut considérer qu'on a le pouvoir si comme on peut élire tous les 5 ans un président de la République, donner le nom de quelqu'un dans une boîte et se laisser mener pendant 5 ans. En plus, on voit aujourd'hui, je pense que c'est suffisamment visible pour voir où est-ce qu'on va. Hein. Le cap du président, on l'a bien vu. Hein. C'est pas un cap qui va dans l'intérêt général. Sauf si on s'appelle Total, Lafarge ou qu'on détient un média mainstream. Je pense qu'il y a des solutions. Et les solutions, ce serait de mettre en place, par exemple, des contre-pouvoirs et enfin, je sais pas, un représentant de la nation, quand il arrive dans les bancs de l'Assemblée nationale et qu'il est censé représenter des gens qui ont voté pour lui, et qu'il a la vie de 67 millions de personnes entre ses mains, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort, pendant ces 5 ans-là, il va déterminer quels sont les droits, les inconvénients et les devoirs, quel va être le rythme de vie, quelles vont être les chances de survie de telle ou telle personne, tout autour et dans l'entièreté de notre pays. Et ça concerne tous les représentants et tous les chefs de pays, ça. Et cet homme politique qui est théoriquement là pour garantir que la Constitution soit préservée et respectée. Parce qu'un président, il n'est pas de base en France, il n'est pas là pour diriger le pays, il est là pour faire en sorte que le gouvernement qui a été élu respecte les valeurs du pays. Donc, et là, on a un président qui non seulement n'a rien à foutre de ça, mais en plus fait ce qu'il veut. On n'a aucun pouvoir de l'arrêter. Est-ce qu'on peut amener Macron devant la Cour pénale internationale? Mais pourquoi vous voudriez l'emmener devant la CPI? Parce que je considère par exemple que quand Macron participe à la vente de missiles ou d'armements dans des pays qui sont en guerre où on n'a rien demandé, je pense que par exemple sur la vente d'armements, un référendum national ce serait peut-être utile. Je pense que sur... Bon, c'est vrai que l'Assemblée nationale aurait eu à avoir son mot mais l'Assemblée nationale, c'est pareil. Vous avez des oppositions qui sont minoritaires, des alliances qui se font par intérêt politique et financier avec un gouvernement qui est aujourd'hui minoritaire. Enfin, je veux dire, ces gens... Quel est le risque pour un ministre du gouvernement là, de finir en prison pour détournement d'argent public, pour, je sais pas moi... détournement de mineurs ou je sais pas encore quel genre de... Enfin je veux dire, à la République En Marche, combien il y en a qui ont des dossiers en justice actuellement? Beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, je considère que par exemple, si vous avez un représentant de la nation qui est poursuivi en justice pour des actes qui sont répréhensibles dans le pénal, et là on a un avocat à côté, donc je pense qu'il pourrait être encore plus précis que moi sur ce sujet, quand vous avez un représentant de la nation qui commet un délit ou qui est suspecté d'avoir commis un délit ou un crime,
déjà, sa parole en tant que représentant, elle est quand même largement remise en doute. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, sur les bancs même de l'Assemblée nationale, vous avez des gens qui sont représentants de la nation, censés protéger nos vies, protéger nos enfants, prendre soin de nos anciens, faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens qui meurent dans la rue dans un pays comme le nôtre, qui fait plus de 2000 milliards de produits intérieurs bruts. Et ben, ces gens-là, non seulement détournent la loi, dans leur propre intérêt, et rigolent. Vous avez Elisabeth Borne qui, quand on lui parle de 49.3, vapote en rigolant, comme si c'était un cirque en fait. On va revenir sur cette date du 17 novembre 2018. Alors à l'époque, il y avait plus d'1,3 million manifestants dans les rues, selon le syndicat France Police, policiers en colère. 287 000 selon le gouvernement. Vous attendiez, est-ce qu'il y ait autant de monde, Jacques ? Non. C'est ce que j'expliquais dans le documentaire, c'est que les premières dates, j'y suis pas allé, j'y suis allé à l'acte 3. Pourquoi ? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir passer, etc. On sait très bien qu'il y a des fois, c'est un feu de paille. Ça va prendre juste une journée et puis ensuite, il n'y aura plus rien. Là, en fait, ce qui s'est passé, et ce que l'exécutif ne s'attendait pas, c'est que ça dure sur le long terme, en fait. Et moi, c'est pareil. Donc, j'ai observé ça et ensuite, j'y suis allé parce que sur les médias mainstream, c'était pas bien représenté. En fait, comme tu le dis, les chiffres étaient minimisés et on pouvait voir, ouais, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais sur les réseaux sociaux, en parallèle, on voyait qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'est là où moi, j'ai une prise de conscience, on va dire, et je me suis dit, il faut que j'aille voir de moi-même, en fait, pour voir c'est quoi la réalité, c'est quoi le mensonge. Et quand on arrivait sur place et qu'on voyait, par exemple, les Champs-Élysées ou la place de l'Étoile noire de monde, là, on se dit, non, c'est pas possible. Les chiffres, c'est pas possible qu'ils soient minimisés comme ça. Donc, les gens étaient au rendez-vous et encore une fois, ça s'est étalé sur pas mal de samedis. Coco, vous avez été surprise par l'ampleur, l'affluence record ? Je n'y ai même pas pensé en fait. J'y suis allée parce que je devais y être en fait. C'était mon... Voilà, je me sentais concernée par cette colère, je devais y aller. Agréablement surprise en arrivant sur Valenciennes, parce que nous c'était Valenciennes. Mais je ne me suis jamais posé la question. C'est en étant sur place que je me suis dit, ça y est, les gens commencent à ouvrir les yeux, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Dans la durée, je n'aurais pas pensé non plus. Et après, sur Paris, c'était beaucoup des manifestations dans la rue, des rassemblements. En province, nous, on a surtout été bloqués des frontières. Donc, on avait une autre stratégie. À Valenciennes, je voyais pas l'intérêt de défiler dans les rues de Valenciennes. Par contre, on a plutôt essayé, nous, de bloquer tout ce qui était les frontières ou les dépôts pétroliers. En tout cas, par chez nous, c'est ce qu'on a fait. Et ça a marché puisque on a pu rester là pendant plus de 15 jours. Pour faire entendre d'un maximum de alors monde. Déjà se faire entendre, et on voulait aussi, pour une fois, être écouté. On s'est dit, en bloquant un peu l'économie, alors on va peut-être être écouté parce qu'en fait, il faut toucher à l'argent. Si on ne touche pas à l'argent, on ne sera pas écouté. Mais bon, après le mois de décembre, ça c'est un peu compliqué. Alors justement, les manifestations se sont suivies et malheureusement, les images de violence qui ont commencé à systématiquement être diffusées chaque samedi, c'est ce qui a été le début de la fin, selon vous, ce qui a entaché le mouvement ? Vous parlez de quelle violence ? La violence des manifestants ou la violence des En général. En général. Ce qui a entaché, je pense que ça n'a pas entaché d'ailleurs, parce que si ça avait entaché, comme certains peuvent le penser, les manifestations, il n'y aurait pas eu autant de monde pendant autant de temps. Ce qui a entaché le fait que les gens aillent dans la rue, c'est les mutilations, c'est la violence policière, c'est les violences financières, les amendes qui pleuvaient comme un joli dimanche en Bretagne. Même s'il ne pleut pas toujours en Bretagne. Mais c'est la violence d'État qui a entaché la motivation des gens à sortir dans la rue. Parce que je peux vous dire que j'ai jamais lancé un pavé sur un policier. Par contre, le nombre de fois où on m'a foutu un coup de matraque, où on m'a placé en garde à vue comme un chien, où on m'a parlé comme une merde en me disant « je vais te tuer si tu reviens le week-end prochain », et je parle avec des policiers. Hein. J'ai interviewé des policiers quand je travaillais pour Quartier Jaune.
tous les policiers ne sont pas pareils, mais je peux vous dire que ceux qui sont employés dans les maintiens de l'ordre, dans les grandes villes et dans les manifestations, surtout dans les manifestations, sont relativement bien chauffés à blanc avant d'aller voir du manifestant. On vous l'a fait payer personnellement parce que vous étiez une figure médiatique? Alors ça, je n'ai pas cette envie de dire qu'on me l'a fait payer parce que j'étais figure médiatique. On a essayé de faire taire un mouvement en tapant sur des têtes qui avaient une visibilité médiatique. Mais c'est le mouvement qui était... Ils ont essayé d'atteindre un mouvement entier. Alors forcément, il fallait taper sur des gens qui étaient visibles, parce que quand on faisait des lives, c'était relayé, donc les gens savaient où il fallait aller, pouvaient s'organiser pour aller au point de rassemblement qui était le plus proche de chez eux, etc. Mais je peux vous dire que être médiatisé, c'est peut-être ce qui m'a sauvé. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ne sont pas médiatisés, qui ont tout perdu et dont on ne connaîtra jamais le nom. Un peu comme les soldats qui tombent à la guerre et dont leur nom est juste gravé sur une pierre parmi des milliers de noms et dont on ne connaît pas l'histoire. Moi, j'ai vu des gens qui ont tout perdu. Mais qui ont tout perdu j'ai personnellement quelqu'un dans ma famille qui s'est pendu à cause de tout ça. Donc, il y a des gens qui ont perdu la vie. Pas directement par les mains d'un policier ou les mains d'un politique, mais et on ne connaîtra jamais leur nom. Donc, dans toutes les personnes qui sont impliquées dans ce pays, plus ou moins directement dans des manifestations ou dans un engagement citoyen et dont le but est d'un vivre mieux et de la fin de la corruption de ces élites, a pris cher à un moment ou à un autre. Mais Nadège, la première violence, parce que je vais revenir à ce mot-là, la première violence, c'est les gens qui travaillent, qui commencent à 3-4 heures du matin et qui n'arrivent pas à finir le mois. La première violence, elle est là déjà, et qui arrive à moins 500 € tous les mois. Donc la violence d'origine, c'est l'État qui l'a lancée. Et le mouvement des Gilets jaunes, il a émergé parce que justement, les gens en avaient marre de se serrer la ceinture. Et c'est là où le ras-le-bol il est arrivé. Et ensuite, quand on arrive en manifestation, il y en a certains qui arrivaient de leur campagne, entre guillemets, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant ce que je dis, et qui arrivaient innocemment en fait. Alors que nous, dans les banlieues, parce que moi je viens d'une banlieue qui s'appelle Vitry-sur-Seine, nous on a été les laboratoires. Donc déjà, il faut savoir que quand ils font des descentes dans les cités, ils y vont pas de main morte. Donc on va dire que les gens de banlieue étaient un peu préparés, mais ceux qui n'étaient pas préparés... Aux violences policières, au gaz, aux coups de tonfa, aux amendes, aux interpellations, aux mises en garde à vue, aux canons à eau, je pourrais en citer, les LBD, je pourrais en citer comme ça des tonnes. Et donc la violence, elle était là aussi. Coco, est-ce qu'il y avait cette réponse policière un peu stricte à Valenciennes? Un peu stricte? Ah oui, on a goûté aussi au LBD, nous. Beaucoup d'interpellations, beaucoup d'amendes, des décisions de justice. Alors, à pas comprendre, nous on a un gilet jaune qui a été condamné, enfin, il a été interdit de circuler sur toutes les autoroutes de France, que ce soit en tant que conducteur ou passager. Parce qu'il était gilet jaune? Il est passé au tribunal, et parce qu'il était gilet jaune, mais il y avait forcément soi-disant entrave à la circulation, et ben, sa condamnation, ça a été interdit de circuler sur toutes les autoroutes de France, en tant que conducteur ou en tant que passager. Il y avait forcément d'autres raisons que le simple fait d'être gilet jaune et participer à des manifestations. Non, mais ça suffisait. Il suffisait d'être à une manifestation pour qu'on soit ciblé. De toute façon, il y a eu, je pense que c'est au niveau de la justice, ils avaient, je pense que tu es au courant, il y avait eu un circulaire qui passait dans tous les tribunaux pour que les sanctions au niveau des gilets jaunes soient beaucoup plus puissantes que les autres. Dans l'urgence déjà, parce que ça passait relativement vite, et surtout que les sanctions, elles soient directes pour calmer. En fait, l'idée, c'était de nous calmer, et en donnant des peines, de la prison, des amendes, des choses qui peuvent paraître absurdes aujourd'hui, mais qui ont été le cas pour nous, en tout cas. Pour beaucoup. David, est-ce que vous aviez déjà été le témoin d'une répression policière, d'une répression judiciaire aussi importante? Pas aussi forte. Bon, en tant qu'avocat, j'ai été amené en fait à défendre avant des manifestants, etc., des opposants politiques, je ne sais pas. Là, c'est une répression quand même qui est assez forte, puisqu'il y a entre novembre 2018 et juillet 2019, vous avez en fait 10 000 interpellations. Sur ces 10 000 interpellations, c'est ça qui est important en fait, vous n'avez que 3 000 condamnations
dont 800 à des peines de prison ferme, d'après le média indépendant Basta, je crois, ouais, Bastien. Non, alors, en fait, ce qui est important dans les chiffres, pourquoi je vous donne les chiffres? Parce qu'en fait, quand vous regardez le delta, 3000 condamnations, 10 000 interpellations, ça veut dire que vous avez eu 7000 interpellations préventives ou interpellations abusives. Et c'est ça, en fait, la nouveauté qu'a donné lieu le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'en fin de compte, le pouvoir exécutif, par les parquets, par la police, en fait, s'est permis d'interpeller des gens qui n'avaient pas commis d'infraction, ce qu'on appelle des interpellations préventives. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est des gens qui arrivaient en manifestation et qui étaient interpellés alors qu'ils n'avaient rien fait. Et c'est là où on a parlé de glissement vers un régime autoritaire, puisqu'en fait, cette méthode en fait, qui a continué malheureusement après les Gilets jaunes, pour les autres mouvements sociaux, qui consiste en fin de compte à interpeller, à faire des interpellations préventives, en fait, ce sont les régimes autoritaires. C'est la fin de cette première partie de cette émission spéciale consacrée au documentaire Gilets jaunes, colère noire. La suite est à retrouver sur la chaîne YouTube Omerta.